Tout d'abord, je voudrais vous dire bonsoir à toutes et à tous. Et nous parlons donc ce soir, comme vient de vous le dire Bernard, d'Eugène Vallin, un homme qui a dispensé son talent à Nancy à une époque où le talent explosait à Nancy. Et c'était un homme d'une grande modestie, et pourtant d'une force de caractère assez exceptionnelle, ce qui illustre à merveille cette pochade de son ami Victor Prouvé, où on le voit ici les poings serrés, juché sur le pavillon de l'école de Nancy qu'il n'est pas arrivé à terminer. Donc, avant de commencer, Bernard vous l'a déjà dit un petit peu, mais j'aimerais rendre hommage à plusieurs personnes qui m'ont aidé. En particulier le professeur Michel Boulanger, en particulier Monique Vallin, Françoise Thérèse Charpentier, bien entendu, et puis Roger Mossevic aussi, et ces trois derniers sont disparus. J'aimerais vraiment leur rendre hommage ce soir. Et je suis un petit peu ému aussi parce que la dernière fois que je suis venu faire une conférence sur Eugène Vallin, c'était exactement il y a 23 ans. C'était à l'occasion de la sortie du premier et seul livre d'ailleurs consacré à Vallin. Et en fait, ce qui m'intéressait plus particulièrement ce soir-là, c'était de faire mon intéressant devant celle qui allait devenir mon épouse et que j'avais emmenée à Nancy à cette occasion. Et depuis, le temps a bien passé, hein, je suis plutôt parisien à présent. Et donc, comment en vient-on à s'intéresser à Nancy quand on est étudiant en médecine ? Et quand j'étais enfant et jeune adulte, et je n'étais pas du tout le seul dans ce cas, je pense, je n'avais jamais entendu parler de l'école de Nancy, ni même d'art décoratif d'ailleurs. Et les choses se sont passées très exactement en 1983, et précisément au niveau de la flèche rouge, vous voyez, à cet endroit, je faisais imprimer le journal des étudiants de la faculté de médecine de l'université de Nancy 1, c'est-à-dire à la maison Bergeret, mais à l'époque, je n'en savais rien. Et un jour, je suis monté à l'étage par l'escalier de service, au rez-de-chaussée plutôt, par l'escalier de service, et en débouchant dans le hall, j'ai découvert ça. Enfin, à l'époque, ça n'était pas du tout dans cet état, hein, je dois le dire. Mais j'ai été littéralement foudroyé, et comme Bernard l'a dit, tel un petit Saint-Paul sur le chemin de Damas. Et la première personne que j'ai avisée, elle passait tranquillement la serpillière dans le hall, et je lui ai demandé « Mais tout ça, c'est quoi? C'est de qui ?» Elle m'a dit « Ah, mon petit monsieur, ça c'est de l'école de Nancy, c'est du Majorel. » Ah bon, très bien. Donc le lendemain, je suis allé au hall du livre et j'ai acheté les deux seuls bouquins qui existaient sur l'Art Nouveau et l'école de Nancy. Et je me suis aperçu que non, ça n'était pas de Majorel, c'était d'un dénommé Eugène Vallin, dont j'avais jamais entendu parler. Et voilà, c'est parti comme ça. J'ai passé tout mon temps libre à la bibliothèque municipale pour consulter les sources d'époque. J'ai prélevé un temps assez considérable sur mes stages hospitaliers le plus discrètement possible. Et puis j'ai osé un beau jour aller m'adresser à Philippe Husson au musée de l'école de Nancy, qui m'a tout de suite encouragé à travailler sur Eugène Vallin, puisqu'on ne savait pas grand-chose sur lui. Et c'est parti comme ça, donc avec l'amitié avec Monique Vallin, avec Françoise Thérèse Charpentier, avec Philippe Husson, avec Bernard Ponton et ensuite avec Fabrice Cunégel, et puis bien sûr avec Georges Barbier-Ludwig qui a succédé à Françoise Thérèse Charpentier. Donc, le professeur Michel Boulanger, hein, je l'ai dit, et puis au début des années 90, le professeur Michel Boulanger m'a donné l'autorisation de commencer la remise en état du rez-de-chaussée de la salle à manger. Il ne s'agissait pas de restauration, mais vraiment juste de remettre les choses en état. Ça a quand même duré 3 ans. J'ai fait ça avec un excellent ami, André Gacheneau. Et puis, donc, on a pu sauver, on a reconstruit certaines cloisons. Hein, on a même sauvé quelques menuiseries, meubles et vitraux qui étaient en perdition. Et tout ça pour vous dire, en paraphrasant un ancien président de la République, que Vallin et moi, c'est du sérieux. Alors, revenons tout de même à Eugène Vallin. En fait, il est né en 1856 à Herbévillers, près de Blamont, mais sous le nom de Camille Eugène Claudel, c'est-à-dire sous le nom de sa mère, et pas du tout avec une cuillère en argent dans la bouche. Son grand-père, Michel Claudel, était menuisier, mais la situation de la famille était relativement précaire, et nous n'avons pas de photo de lui alors qu'il était enfant, ni même jeune, à part ce très mauvais portrait alors qu'il était soldat au 106e de ligne.
à l'âge de 20 ans. Il porte alors quand même déjà le nom d'Eugène Vallin, puisque sa mère s'est mariée avec le vigneron Sigisbert Vallin en 1862. Donc pour le jeune Eugène, le salut est vraiment venu de son oncle Auguste Claudel, qui s'était établi comme menuisier à Nancy en 1852 et qui l'a accueilli dans son foyer. Il n'avait pas d'enfant et il l'a vraiment considéré comme son fils, par intermittence, puis définitivement à partir de 1864. C'est lui qui veillera à sa scolarité, puis à sa formation comme ouvrier dans son atelier de menuiserie. Et en 1873, nous savons, enfin par déduction, qu'il a fréquenté pendant 1 an le cours de modelage de l'école municipale de dessin de Nancy. Et c'est à cette occasion qu'il a fait la connaissance de Victor Prouvé. Voici quelques photos de lui, et vous voyez que ce sont des photos où il est plus tout jeune déjà. 1895, 1900 à peu près, vers 1910, vers 1920, et il décédera en 1922. Donc, avant ça, heureusement, il s'est marié en 1880 avec Émilie Lapic, qui était originaire de Maxéville, avait des parents rentiers, un petit peu fortunés, et ils ont eu 3 enfants, Auguste, qui deviendra sculpteur, puis ébéniste, en succédant à son père, Madeleine, une fille, et puis enfin Georges, qui deviendra architecte. En 1881, il a succédé à son oncle Auguste et il a pris la tête d'un atelier qui était spécialisé dans le mobilier d'église et les menuiseries d'église. Donc, étant donné cette spécialisation, il est tout à fait normal que ses premières réalisations d'exception se trouvent dans des lieux de culte nancéens. Et ce n'est que finalement 2 ans après avoir succédé à son oncle qu'il s'est signalé par un coup d'éclat avec la réalisation des confessionnaux de l'église de Bonsecours, qui ont été exécutés en style néo-baroque pour se conformer évidemment au style de cette église du XVIIIe siècle. Donc nous allons en exposer, enfin nous devions en exposer la porte. Oui, vous n'entendez pas suffisamment ? Il faut que je parle dans le micro, d'accord. Nous devions en exposer la porte. Ce sera fait sauf si les tracasseries de la DRAC ne nous obligent pas à y renoncer. Alors, à propos de cette assez extraordinaire confessionnal, vous lirez avec profit l'excellent article de Georges Barbier-Ludwig dans le catalogue de l'exposition, que je ne peux pas vous résumer ici, mais qui démontre à quel point Vallin était profondément inspiré par les styles historiques et qu'il savait à merveille manier tout le répertoire symbolique chrétien, tout en introduisant déjà des éléments personnels dans ses compositions. Notez un petit détail qui a son importance, le fait que cette porte est ajourée. Un peu plus tard, à partir de 1887, Vallin est intervenu dans l'église Saint-Léon, qui est l'une des nouvelles églises de Nancy, construite dans l'extension de Nancy, au-delà de la ligne de chemin de fer. Le curé désirait avoir un grand orgue qui était demandé à la maison Cavaillé-Coll et qui serait placé au revers de la façade, donc en occultant la rose. Il a donc été nécessaire d'installer une tribune selon les plans de l'architecte Louis Lanternier. Et cette tribune et ce buffet d'orgue ont été exécutés dans le style néo-gothique, conformément au style de l'église. Et ça a été un très bon succès pour Vallin. Et la création de buffets d'orgue pour la maison Cavaillé-Coll est devenue une des constantes de l'atelier Vallin jusqu'à la fin de l'atelier. Remarquez ici, là que je vous ai entouré en rouge, comme il y a un important programme de figures humaines dont les modèles ont été demandés au sculpteur Auguste Dujardin. Ces sculptures ont été exécutées en galvanoplastie, c'est-à-dire une technique dont Vallin s'était fait une spécialité. Et parmi ces figures, on trouve à droite du soubassement de la tribune le propre buste de Vallin qui est représenté avec un compas et un plan à la main. Lui qui était modeste, il a dû se faire un petit peu forcer la main certainement pour ça. Et puis, une dizaine d'années plus tard, le conseil de fabrique lui a commandé les portes monumentales de l'église, à l'imitation de celles de la cathédrale de Cologne, mais ce n'était pas précisé dans le contrat, parce que vu l'ambiance anti-allemande de l'époque, il ne fallait pas le dire.
elles ont aussi été exécutées en galvanoplastie sur une armature de chêne. Vous pouvez toujours les admirer sur place. Donc voilà pour cette église Saint-Léon. Troisième exemple de réalisation majeure de l'atelier Vallin en matière de mobilier religieux, c'est le maître-autel de l'église Saint-Joseph. Celui-ci, malheureusement, vous ne pouvez plus le voir parce que pour suivre les consignes de Vatican II, le curé l'a drôlement arasé. Donc il s'agit là aussi de Saint-Joseph, il s'agit là aussi d'une église du Nouveau Nancy, cette partie de Nancy au-delà de la ligne de chemin de fer, et qui a été exécutée cette fois en style néo-roman. Et grâce à un budget assez conséquent, Vallin a construit une véritable petite architecture qui sert aussi de socle à une statue du saint que vous voyez esquissée à la partie supérieure du dessin aquarellé. Et l'autel est enrichi de bronze, d'émaux qui étaient de marbre. Les bronzes et les émaux étaient une autre spécialité de Vallin. Après cette réussite, Vallin s'est vu confier d'autres travaux dans l'église, comme le banc d'œuvre dont nous présenterons le dessin aquarellé à l'exposition, et ainsi que certainement la balustrade que vous voyez au premier plan, et puis également le confessionnal. Bien entendu, il est intervenu dans de nombreuses églises en Lorraine et au-delà. Mais je vais juste prendre l'exemple de l'église de Ville. Ville, comme vous le savez sans doute, c'est une petite commune meusienne, mais qui avait des moyens financiers exceptionnels grâce à l'exploitation de sa pierre de taille qui s'exportait à Paris, à Bruxelles et même jusqu'aux États-Unis. Donc la commune avait commencé par se faire construire une église assez démesurée, de style roman modernisé, avec 2 clochers, et chacun avec 4 horloges, histoire de bien en mettre plein la vue aux communes voisines. Elle se fera ensuite construire une mairie fastueuse, dont nous reparlerons plus tard. Pour le mobilier de l'église, la commune s'est adressée à Vallin à partir de 1891 avec l'objectif d'avoir du beau et du sérieux. Et de ce mobilier assez imposant, nous allons exposer le siège d'officiant et un tabouret d'acolyte. Il y a beaucoup à dire sur ces meubles, et là encore, je vous renvoie à l'article écrit par Georges Barbier-Ludwig qui est intéressable sur ce sujet. Mais nous allons, là, ce soir, simplement nous intéresser à quelques détails comme ce motif végétal sculpté sur la ceinture. Je vous l'ai entouré. Voilà, ici, il s'agit d'un épi de blé, semble-t-il, et de 2 rameaux qui sont sculptés à la manière médiévale. Donc ne vous attendez pas à une représentation botanique. On est sur quelque chose qui est dans le style médiéval. Et ces 3 branches, ces 3 tiges plutôt, sont pourvues d'un motif de lien, qui est ici en forme de bague. Et nous reverrons à plusieurs reprises le motif de lien et de l'agrafe dans les œuvres de Vallin. Retenez bien cette histoire de motif de lien. Notez aussi la forme biseautée des talons des sièges, car nous verrons comment Vallin va les transformer vers 1900. Mais dans cette église, la ceinture des sièges paraît presque démesurée, dans la mesure où Vallin a utilisé des arcs en plein cintre et des arcs en anse de panier pour joindre les pieds. On y trouve déjà un certain élan vertical qui s'exprimera plus tard de manière plus dynamique encore. Mais c'est au niveau du confessionnal que se trouve l'élément le plus intéressant. Il s'agit de cet arc en anse de panier tridimensionnel, vous voyez, qui avance au niveau du centre. Et cet arc tridimensionnel va devenir l'un des motifs les plus marquants de Vallin pour son style moderne. Donc là, à présent, nous allons quitter tout ce qui est mobilier religieux. En fait, il va en faire toute sa carrière. Beaucoup au début, un peu moins par la suite, pour commencer à aborder les créations modernes. Car Vallin va vouloir élargir son horizon grâce à ses relations avec les architectes locaux et aussi avec le milieu artistique nancéien, notamment avec 2 personnalités de premier plan qu'il connaît bien, avec lesquelles il est ami, qui sont Victor Prouvé et Camille Martin. Et c'est ainsi qu'il a collaboré avec Victor Prouvé et l'architecte Désiré Bourgon à la réalisation du monument Carnot en 1895-1896. Je vous rappelle que ce monument a été érigé à l'initiative du milieu républicain nancéien à la suite de l'assassinat du président Carnot 2 ans après sa visite à Nancy, où s'était ébauchée l'alliance avec la Russie. Et oui, c'était une autre époque.
Et cette photo prise par René Vienner est magnifique. Prouvé et Valin posent avec la maquette du monument. Et Valin, qui a participé au décor non figuratif,